On reprend nos esprits hein, après ce moment mystique, je l'avais dit juste avant. On va retrouver un chef qu'on aime et que j'aime particulièrement, que je connais depuis quelques années. On a eu l'occasion de se croiser il y a quelques temps au Qatar, souvenons-nous, hein, dans un restaurant assez étonnant. Et puis de se recroiser au Plaza, où effectivement il a travaillé jusqu'à obtenir les 3 étoiles, avec un projet incroyable. Et là, il arrivait avec un nouveau chapitre de sa vie, dans un domaine à 1 heure de Paris environ. On est très heureux de découvrir justement ce nouveau projet et en exclusivité les premiers plats qui vont sortir la semaine prochaine à l'ouverture de son restaurant au domaine de Primard. Romain Meder, s'il vous plaît, on l'applaudit. Salut Romain. Messieurs. Bon Romain, depuis le temps. Depuis le temps que quoi? Depuis le temps que on est ensemble tous les deux sur cette grande scène. Ça fait vraiment extrêmement plaisir de te retrouver. On a eu l'occasion la dernière fois de parler d'une cuisine au Plaza. Et on te redécouvre dans un nouveau lieu. Raconte-nous un petit peu ce projet et effectivement ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, ce que tu vas préparer. Non, alors oui, donc après le Plaza, donc je cherchais la juste continuité voilà, de cette belle histoire. Et donc le hasard a fait que j'ai rencontré les propriétaires de Primard et qui m'ont parlé de ce domaine qui est absolument incroyable, à 45 minutes de la Porte Maillot. Donc c'est fou, et il y a tout pour bien faire. Enfin, il y a un potager de 300 mètres carrés, il y a Gérard le jardinier emblématique de Primard qui est là-bas depuis 15 ans. Il y a tout. Il y a le domaine en lui-même est absolument incroyable. Donc il y a le jardin, il y a la nature, il y a des chambres où on peut dormir aussi. Il y a des chambres où on peut dormir, mais ça je les exploite moins. Ah, mais ça veut dire qu'on peut venir dîner chez toi. Oui, tout à fait. On peut venir dîner, on peut rester autant de temps qu'on veut dans ce lieu. Non, mais ce lieu me paraissait une évidence, parce qu'on est entouré de nature, on est entouré de... on est vraiment dans un lieu sauvage qui est perdu, entre guillemets, au milieu de nulle part. Donc ça me correspondait assez bien. Sauvage, perdu, au milieu de nulle part. Non, mais c'est vrai, à 45 minutes de Paris, c'est assez incroyable. Vous vous retrouvez d'un seul coup, dès que vous passez les grilles de ce domaine, vous êtes dans quelque chose qui est absolument, je dis souvent, c'est le Plaza Athénée version rurale, quoi. C'est incroyable. Donc toi, tu y es depuis quelques mois maintenant. J'y suis depuis 5 mois. Tu as pu travailler notamment dans un premier temps sur la carte, disons, de la table d'hôte ou du bistrot. Hein, oui, le restaurant Octave. Restaurant Octave, donc qui existe avec toi depuis maintenant 6 mois. Et le 15 septembre ouvre le restaurant Les Chemins, qui est le restaurant, disons-le, gastronomique. Voilà, encore une fois, c'est une manière de le présenter, où tu vas proposer une cuisine, une gastronomie qui s'inscrit aussi dans ton parcours presque comme une évidence. Oui, c'est ça, complètement. Ce restaurant est vraiment le résultat du travail que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Et je voulais un restaurant assez brut, qui est fait de matière brute, quoi. Il y a du bois, il y a... enfin voilà, et ce restaurant est ouvert sur le parc, sur le jardin, sur le verger qu'il y a juste devant. Et donc voilà, et le jardin est à 50 mètres. Et donc le jardin, c'est ce qui va nous donner le rythme. Parce que cette vision naturaliste de ta cuisine, que tu travailles depuis 10 ans hein, maintenant, finalement, elle s'est exprimée au cœur du 8e arrondissement de Paris, qui était plus limité, disons, en termes de nature sauvage, alors que là, justement, il y a une forme de résonance
qui t'a apparu presque que vraiment qui t'a sauté aux yeux, quoi. Oui, c'est presque une évidence. Mais le travail qui avait été fait dans le 8e, c'était vraiment cette boîte à outils, enfin, où il fallait vraiment, où c'est là où on a créé cette cuisine avec Alain Ducasse et cette philosophie, enfin cette réflexion autour du produit et plus spécifiquement autour du végétal. Et encore une fois, là, à Primar, c'est une évidence. Donc, j'utilise. Qu'est-ce que tu as envie de nous faire découvrir, justement? Non, là, on va faire juste 2-3 petites choses des chemins, donc du restaurant Les Chemins. Et le premier plat, ça va être un plat autour de la courgette. Alors, la courgette, j'en ai depuis quelques mois dans le jardin. Et je l'ai transformée de toutes les façons pour le restaurant Octave. Et à vrai dire, j'ai plus d'idées. Et donc, j'ai dit à Gérard, ben, laissons pousser les courgettes et on verra. Et donc, c'est devenu, comme je les appelle, ces grosses mémères. Et à partir de là, j'ai fait un plat 100% courgette. D'ailleurs, pour l'appellation du plat, je ne me suis pas foulé. J'ai mis courgette, courgette et courgette. Donc, bah, dis donc, peut-être faudrait en parler à Nico Romito, parce que le côté monoproduit, ça a l'air de vous parler. Non, et ce qui est drôle avec le monoproduit, c'est que, et ce qui est intéressant, c'est de donner plusieurs degrés de goût, de puissance, d'aromatique avec un seul et même produit. Donc, par exemple, ces grosses courgettes là, quand elles sont vraiment très grosses, donc elles perdent en goût, etc. Là, ça va. Quand elles deviennent plus grosses, ça commence à c'est un goût de flotte, on va dire. C'est un goût de flotte. Donc moi, je les prends, je les coupe en morceaux et je les sèche et ensuite je les passe au moulin. Et au moulin, on arrive à faire une farine de courgettes. Et avec cette farine de courgettes, je fais un peu des spätzle, la pâte alsacienne. Ça, ma grand-mère faisait ça. Moi, mes grands-parents paternels étaient alsaciens. Donc voilà, donc ça m'a rappelé. Un petit clin d'œil. Ça m'a rappelé, oui, c'est un petit clin d'œil. Je ne suis pas sûr qu'elle utilisait de la farine de courgette, ta grand-mère. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, c'est juste une pâte qu'on fait avec de l'eau de courgette. Donc je garde la courgette que je passe à l'extracteur pour essayer, dans le seul et même but de concentrer les goûts. Ok. Un petit peu d'œuf. Ah, c'est de l'œuf. Ouais, alors moi, j'étais parti sur le miso, là. Ouais. Non, de l'œuf, on reste dans un truc assez tranquille. D'accord, le côté spätzle, il est là aussi. Ça, le miso, ça pourrait être une prochaine étape. Mais là, pour l'ouverture, je me suis dit, on va y aller mollo. Il faut 1 an pour faire un beau miso. Ça. Et donc voilà, en fait, donc on arrive à avoir une pâte verte. Une pâte verte et qui a le goût de courgette, quoi. Une fois qu'on le cuit, elle a le goût de courgette. En fait, d'ailleurs, je vais vous montrer comment. Réhydratée, hein, concrètement, et du coup, effectivement, la poudre va reprendre un peu de sa saveur. C'est ça. Et donc là, bon, ça, j'ai fait une pâte à l'avance. Et donc je fais. Oui, attends, là, ça va trop vite pour moi. J'avais l'impression que tu étais en train de nettoyer la pâte. Non, ça c'est la pâte qui a été faite là-bas. Ok. Et donc le côté spätzle, ça va être effectivement de passer. C'est bon? Allez. On est bon pour le micro, les gars? Ouais. Et donc là, tu passes à l'étuve, en fait. Voilà. Ouais, la plaque à trous, et puis on va les cuire à l'eau. Ok. Donc on va avoir. Donc voilà. Il y a une espèce de bruit de soucoupe volante. Tac. Chez vous aussi. Tiens. Ou pas? Ouais. Je sais pas, honnêtement. Et regarde. Ok. Ça c'est bon. Derrière, on va les glacer. Et donc on va récupérer cette eau de courgette pour faire un glaçage, pour glacer ces gnocchis. Donc là, c'était la préparation qui a été passée ici. Voilà. On a la cuisson des spätzle de courgettes. Et on va avoir ces tronçons en fait, de courgettes qui sont issus de cette grosse mémère. Ouais. C'est ça, oui. D'ailleurs, tu fais le glaçage et on y va. Et on va glacer tout ça. On va glacer tout ça. Alors, toujours pareil, dans un souci pour avoir du caractère. Je fais un genre de condiment barbecue, avec de la courgette. Donc là, on démarre oignon. C'est de l'oignon, de l'ail, de la courgette, de l'eau de courgette, de la bière, du miel, quelques épices.
Et ça va nous apporter un peu le côté animal un petit peu dans le plat. Oui, tu parles de barbecue, il y a ce côté paprika fumé. Oui, exactement. Il y a paprika fumé, cumin. Enfin, il y a beaucoup d'épices, du gingembre frais. Et donc voilà, donc ça, c'est toutes ces étapes en fait qui vont au bout du bout apporter beaucoup de caractère et beaucoup de goût au plat. On récupère également les tiges de courgettes. Les tiges de courgettes, ça veut dire les pieds de ouais, courgettes non, les tiges, oui, enfin les pieds de courgettes, les tiges où il y a les feuilles. Ok, ça se mange ça? Bah ouais, moi je les mange. Moi je mange tout. Là. Ok, je me permets. Non, donc ça juste au rasoir, à l'écumoire, on enlève la première peau et voilà, et c'est croquant, c'est frais, c'est. C'est un petit pickles effectivement. Ouais, c'est ça. Un léger goût un peu fenouil, presque oignon. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Une autre. Avec des courgettes, on fait un jus. Donc là, je brûle les étapes. Hein. Vas-y. Donc là, on fait un jus. On rôtit fortement les courgettes. Là, j'ai rajouté des graines de courge. Ça, on fait rôtir. Je mets juste une gousse d'ail et je mouille encore à l'eau de courgette. Il y a de l'eau de courgette, il y en a partout. C'est pour ça que le plat s'appelle courgette et courgette. On comprend mieux. Donc là, c'est une sorte de déglaçage d'un sucre de courgette à l'eau de courgette. Exactement. Okay. Et encore une fois, dans le seul et même but, c'est vraiment d'apporter du caractère au plat. Et là, même là, si tu veux goûter, ce jus, on pourrait presque le servir comme ça, comme un bouillon. Ça, t'en as passé? Ah ben viens, Nicolas. Ça aussi, il y a le côté rôti, très gourmand. Ça. Et donc, cette préparation, on l'a passée à l'extracteur de jus. Ça va, tu suis à l'extracteur de jus. Et on arrive à avoir un jus qui est très fluide. Mais en se mélangeant avec les condiments, avec les spätzle, avec cette tranche de courge confite à l'huile qu'on a déshydratée et qu'on rôtit, et on arrive à avoir quelque chose en fin de bouche qui est absolument incroyable. Et on a hâte de voir la révélation. Et si tu goûtes ce jus, par rapport à celui qui était dans la cocotte, il s'est déployé. Il s'est déployé, oui. Donc on a aussi les graines qu'on a gardées. Les graines, on les a juste torréfiées ça, avec c'est les graines de la courgette, c'est pas les graines de courge. Ouais. Okay. Et puis là, on va dresser. Donc on a juste glacé les spätzle. Tiens. Ça fait il y a presque une texture de risotto. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a presque comme une liaison. Tu vois, en gros là, les courgettes, elles sont comme ça, mais même à cette taille-là, par exemple, les graines sont très tendres. Si tu peux goûter, pardon. Ça a vraiment ce goût végétal. Moi, ça me rappelle un peu le maïs en lait, etc. Donc, c'est assez intéressant. Donc, pour ce plat, on va juste mettre un peu de condiment barbecue. Ces spätzle. Alors, c'est pas le plat le plus esthétique du monde. Hein. Non, mais cette année, on a décidé de parler que de goût. Fuck Instagram. Donc, Tac. Mais je pense que malgré tout, il va se passer un truc assez joli quand même dans l'assiette. Ouais, ça, je garde. Tu parlais d'une huile, elle a été rôtie à l'huile ou Oui, elle a été juste rôtie à l'huile, elle a été confite à l'huile d'olive. Ensuite, on l'a mis à déshydrater légèrement toute la nuit et après on l'a rôti au moment. Encore une fois, dans le même objectif, c'est de lui donner beaucoup de caractère.
Donc là, pas mal de pickles. Des graines de courgettes. Et là, on vient lui ajouter un petit peu de... On a un peu de verveine. On a un peu de menthe. Ça, c'est le jardin, littéralement, du domaine. Exactement. C'est Catherine Deneuve qui faisait le jardin avant? Elle s'occupait beaucoup de ses rosiers, apparemment. Puisque c'était l'une des propriétés de Madame Deneuve. C'était la maison de Catherine Deneuve et elle passait tous ses week-ends là-bas à s'occuper de ses rosiers. Est-ce qu'elle est venue manger ou pas encore? Non, elle n'est pas venue. Peut-être un jour. Peut-être un jour, mais je ne sais pas si elle va revenir, mais je pourrais comprendre qu'elle ne veuille pas revenir. Ça doit être émouvant. Émouvant, oui. Je suis presque un peu déçu. Je me suis dit, tiens, tu aurais pu mettre des feuilles de courgettes. Les feuilles de courgettes, il n'y en a plus là. Elles commencent à être un peu sèches. À être fatiguées. Tu as le jus, Nicolas? Ah bah c'est bon, non, t'en fais pas. Voilà, le jus est froid. Hein. Enfin, il est froid. Et vous avez constaté que donc à un quart d'heure d'écart, on a deux parmi les plus grands chefs de la planète à travailler un seul produit, le même, la courgette, avec une somme... Nico a fait de la courgette? Tout à fait. Ah, c'est drôle. Et on se retrouve avec deux versions totalement différentes, mais où on comprend chez l'un et chez l'autre la profondeur du goût, une certaine simplicité dans la complexité, c'est-à-dire que la complexité ne se voit pas. Oui. Il y a cette idée de raconter une courgette, et quand on a pu faire le tour des étapes, on a conscience, ici, sur cette scène, du travail que ça nécessite, et d'aller chercher cette concentration, cette puissance aromatique parfois. Ouais, c'est vraiment le but, oui, d'aller à la recherche de la concentration de goût. Ça, je le mets Tu peux la laisser devant, regarde. Ah, je laisse là? Regarde, on va la laisser là. Parce qu'il y a la caméra par-dessus. Tac. La courgette de Romain Médère, messieurs, dames. Ça, c'est bon. Mais oui, s'il vous plaît. Donc voilà, mais quand tout... bon. Et c'est gourmand, quoi. Il y a ce condiment qui... Enfin, il faut bien piocher en bas de l'assiette. Il y a ce condiment qui vous réveille un petit peu. Derrière, il y a les spätzle là, qui apportent un peu de douceur, un peu de rondeur. Et cette tranche qui est confite, mais qui en même temps qui a beaucoup de caractère. Et ces herbes, les herbes du moment, là, c'est pareil, ça apporte beaucoup de goût. Donc... c'est vraiment l'expression de la fin de l'été, là, pour le coup. Hein. Oui, c'est ça. Là, complètement. Là, j'ouvre jeudi, je ne sais même pas si je l'aurai à la carte. Avis aux amateurs. Je réfléchis déjà à un plan B. Alors là, il se passe un drôle de truc, là aussi. Donc là, on est sur de la... pareil, c'est ce qu'on a au jardin, c'est la betterave crapaudine. Ok. Donc la crapaudine... Ah ben non, on ne l'a pas prise crue. Bon, non, mais on voit à quoi ça ressemble. Vous voyez à quoi ça ressemble. Hein, c'est une betterave plutôt dans la longueur. Exactement. Assez sucrée. Et donc cette betterave, là j'ai eu la chance et l'honneur de participer à une opération à un restaurant éphémère avec Albert Adria. Et pendant 4 mois. Admo. Oui, à Admo, au musée du Quai Branly. Donc c'était une expérience absolument incroyable. Et Albert m'a fait découvrir la machine, la Hoko, une machine coréenne qui accélère un peu le processus de fermentation. Et donc voilà, donc ça c'est une betterave qui est... Et je me trompe si je dis qu'on dirait finalement le processus de l'ail noir? Oui, c'est ça. C'est la même chose. Donc en fait, cette machine-là, on a le processus de l'ail noir. On peut faire de la fermentation. C'est une machine qui est assez dingue parce qu'on peut faire des soupes, on peut tout faire dedans. C'est absolument incroyable. Donc ça, c'est le process de l'ail noir. Et derrière, on le fait fermenter. Mais l'ail noir, il faut des mois pour le faire en classique. Nous, on le fait en version classique, il faut quelques mois. Et ça, on le fait en 8 heures. Donc okay. Ça accélère le process. Donc ça va déshydrater littéralement et en même temps presque un peu confire dans son propre jus. Exactement. Okay. Et derrière, on la met à fermenter. Si tu veux goûter. Merci. Mais c'est un goût, et donc ça prend un goût légèrement réglissé, un goût assez intéressant.
Et cette betterave, mais elle est Ça toujours, concentre le sucre aussi, j'ai l'impression. oui, mais il y a toujours de l'eau. Oui, et puis elle garde cette texture de betterave cuite. Alors, elle est beaucoup plus tendre, disons moelleuse, qu'une betterave qui serait toujours un peu croquante. Donc là, donc cette betterave qui est quand même pleine d'eau, relativement pleine d'eau, là, on la met à déshydrater. Et là, maintenant, on passe dans un autre registre. On passe presque au niveau d'un bonbon, quoi. Ah, donc ça Ça, c'est première le même version. produit. Donc ça, c'est la version qui Et est ça, encore ça a de l'eau. été déshydraté. Et là, on a quelque chose, on est presque dans une pâte de fruits. Pâte de fruits, exactement. Dans une pâte de fruits qui est assez, encore une fois, qui est concentrée en goût, qui en même temps, oui, comme je disais tout à l'heure, ce goût réglissé, et qui apporte une certaine longueur en bouche. Et on perd aussi un peu le côté terreux. Oui. Il y est toujours, évidemment, parce que c'est de la betterave. Mais ça concentre encore, j'ai l'impression, le sucre. Et c'est vrai que le côté réglissé est intéressant. Et puis même, effectivement, visuellement, il y a comme une résonance. Et donc, pour revenir au côté terreux, toutes les épluchures, etc., on fait un jus avec. Donc là, on a une base de bocal. Enfin, moi, j'utilise beaucoup les bocaux. Et donc, toutes les épluchures, les parures de betterave, etc., je les mets à mariner dans du vin rouge et je fais comme un civet. Et en fait, ce jus, je récupère ma garniture du bocal que je rôtis avec du beurre et je mouille avec le vin, donc vraiment comme un civet. Je fais réduire ce jus et derrière, je lie, au lieu de lier au sang, je lie à la tapenade d'olive et avec les parures de la betterave. de betterave passées au tamis. Donc on fait un civet de betterave. Et moi, ça me rappelle aussi la saucisse brioche. Tu sais, la Oui, c'est saucisse ça. lyonnaise. Donc là, enfin, tu vas me dire, je fais que des trucs alsaciens, mais ça c'est une pâte à Dampfnudel. Dampfnudel, c'est une pâte briochée cuite à la vapeur Ok. qu'on mange en Alsace, que ce soit en sucré ou salé. Et donc j'ai voulu refaire un plat assez réconfortant et plein de gourmandise avec la betterave. Et donc là, il est en train de le rôtir, littéralement. Donc là, on rôtit cette tranche de brioche, quoi. C'est la betterave qu'on a entourée dans cette pâte à brioche. Redis le nom. Dampfnudel. Bien. Et on la cuit vapeur. On la cuit à la vapeur. C'est une brioche cuite vapeur. Et ensuite, on la rôtit juste au beurre. Donc voilà, on a quelque chose de très croustillant, en même temps très moelleux. Et le fait de colorer cette betterave, on va encore avoir beaucoup de caractère. Il y a ce côté caramélisé. Oui, c'est ça. qui Ça va faire une ressort. petite réaction de Maillard, peut-être aussi, sur la betterave, qui va redonner une caramélisation supplémentaire. Donc voilà, et le plat est fini. On a hâte de le voir dresser quand même. Ah. Donc non, ça c'est des petites bouchées. C'est des petites bouchées. Que je m'amuse à faire. Voilà, c'est voilà. vraiment d'une simplicité. Ça. On fait ça dimanche soir à la maison. Et donc le jus dont je vous parlais. Donc ça c'est... Attends, excuse-moi, je suis perdu. Ça c'est une bouchée et ça c'en est une autre? Non, ça on va tremper la bouchée Ok. dans le jus. Et là, on va retrouver un peu le côté terreux de la betterave. Pour ceux qui étaient là ce matin, ça fait un petit écho à... Hein, on se souvient du boudin et du litre de sang qu'on a... C'était une belle expérience, mais bon, la couleur résonne. Donc là, tu prends ça du bout des doigts, et tu trempes dedans et c'est... Voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Très bien. On est vraiment dans quelque chose de très simple. Enfin, c'est betterave. Oui. C'est betterave. C'est betterave. Romain, qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer encore? Il nous reste combien de temps? On a le temps de la C'est faire. bon. Allez. Là, on va faire il y a encore des laitues. Il y a des laitues au jardin. Donc, je me suis amusé à faire des tartelettes de lin avec de la laitue. J'ai voulu travailler la laitue. Donc, il y a un producteur de lin qui est pas loin du domaine. Donc, ce lin,
Je l'ai juste cuit au lait d'amande, un lait d'amande qu'on fait maison. Hein. Lait d'amande, ça vous donne cette texture-là. Ensuite, on l'étale entre 2 feuilles de papier. Attends, ça c'est juste lin Ça, et c'est lait du d'amande. lin et du lait d'amande qu'on a cuit jusqu'à liaison complète. Donc ça va réduire, enfin en gros, l'eau va s'évaporer et on va avoir quelque chose qui permet de faire une petite... Il y a le mucilage du lin. Ah, le mucilage du lin qui va aussi qui va créer cette liaison. Ok. D'accord. Et donc à partir de là, on l'étale on l'étale au rouleau et on se fait des fonds de tarte classiques. Et une fois cuit, ça nous donne ce support qui est croustillant. En parallèle, on a fait une pulpe de laitue. La pulpe de laitue, donc là, c'est pas juste de la laitue mixée, c'est une laitue qu'on a émincée, qu'on a fait revenir avec de l'oignon blanc. On l'a mouillé à l'eau de laitue. Et encore une fois, c'est ça qui m'amuse aussi, parce que la laitue, ça n'a pas beaucoup de goût. Ça n'a pas beaucoup de goût. Si on croque dans une feuille de salade, c'est à 90% d'eau. Donc ce qui m'amuse là-dedans, encore une fois, c'est de concentrer ces goûts de la laitue. Donc je fais comme un velouté de laitue, quelque part. Parlez-vous avec Nico Romito. Il a fait de la laitue aussi? Oh, putain. L'ascarole. Ah, c'était l'ascarole? Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai pris des notes derrière. J'ai dit, je vais faire un truc vite fait. Et donc voilà, cette pulpe de laitue que j'ai passée au chinois, donc j'en ai récupéré vraiment l'essentiel. La pulpe, vraiment, c'est la vraie pulpe. Et cette pulpe, je la mélange avec du foie de l'autre confit. Tiens, de la protéine animale. Oui, on en met un petit peu quand même, il faut. Hein. Et ça, j'adore ça. Le foie de l'autre confit, on va retrouver un peu presque ce côté foie de morue ou foie gras ou foie gras même. Ouais. Hein. Foie gras légèrement iodé. Et je le travaille de la même façon. Ça, je l'assaisonne avec un peu de sel, du poivre, un petit peu de cognac. Et je le cuis à l'huile de pépins de raisin. Tu vas chercher à avoir ce marbrage ou au contraire Non, on va essayer d'avoir quelque chose d'homogène. Après, faire attention avec le foie de l'autre parce que ça tranche assez rapidement. J'adore le côté, ce côté un peu animal, gibier. Si tu veux goûter. J'ai plus de cuillère. J'ai plus de cuillère. Tiens. C'est légèrement fumé, hein? Oui. Donc là, dans cette tartelette, ça, j'ai pas voulu vous montrer l'étape là, c'est juste des oignons qui sont assaisonnés d'anchois et écrasés que je cuis en papillote au four. Donc ça nous fait une compotée d'oignons qui est assaisonnée, et cette papillote, je la laisse bien colorée. Ce foie de l'autre, je vais le passer dans un tamis pour l'aérer un petit peu. Texture plus lisse, peut-être plus agréable en bouche. Et le foie de l'autre, en fait, il ne faut pas le travailler. Si on le travaille derrière, il tranche immédiatement. Donc là, ça me permet, au cas où il reste quelques nerfs dans le foie, ça me permet de... Tu vois, il reste quelques morceaux. Ouais. Magnifique. C'est une cuisine très ASMR, hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ce petit coussinet de laitue et foie de l'autre. C'est intéressant du coup. Avec le tamis, il y a presque un design graphique qui s'est créé. Ça ressemble, tu sais, comme au Japon, ces châtaignes qui sont cuites à la vapeur et passées au tamis. En fait, ça ressemble à ça. Exactement. Il y a un côté presque lentille d'eau aussi, tu sais. Oui. C'est très élégant. Donc là, la question, c'était vraiment comment utiliser la laitue, quoi. Comment travailler la laitue, ce qui n'est pas forcément très évident. Je mets une petite pointe de vin jaune réduit. Ça, j'utilise beaucoup.
Je suis franc-comtois, donc c'est le petit clin d'œil. Il n'y a pas que l'Alsace dans la vie. Ouais. Vin jaune réduit, donc qui apporte une acidité assez vive, tout en gardant ce goût, de vin jaune. Non, mais c'est très intéressant. Et donc, et les feuilles de laitue, je les ai assaisonnées avec une vinaigrette de moutarde. Oui, c'est ça. On voit le grain de la moutarde. Hein. Oui. Ok. On aura le temps. Oui, là derrière, je vais juste faire le dressage pour vous montrer le dernier à base de concombre. Donc voilà, là on est sur tartelette de laitue et foie de lot. Magnifique. Oui, moi j'ai bien envie Allez, d'applaudir aussi pour cette dernière masterclass de la journée. Et on va finir. Je finis rapidement avec, pareil, donc on réfléchissait, il nous reste encore des concombres, différentes variétés de concombres. Donc, et le concombre, j'ai voulu le travailler avec l'huître pour lui donner un côté vif, un côté salin, etc. Donc les huîtres, je les ai travaillées comme une saucisse. Tu sais que je travaille Ça me la rappelle saucisse aussi et ça quelques rappelle également l'huître qu'on mange au bassin d'Arcachon, par exemple, avec des chipolatas, etc. Exactement. Donc j'ai fait une farce à base d'huître, échalote au vinaigre, algues. Donc on est sur quelque chose d'assez Ah oui, donc excuse-moi, tu avais ton boyau qui était au bout du... Oui, qui était au bout du... Ok. Donc une saucisse d'huître. Oui, c'est une saucisse d'huître. Donc c'est juste une chair d'huître? C'est l'huître concassée, c'est comme un tartare d'huître. Si D'accord. Huître concassée, échalote au vinaigre et des algues. Et voilà, donc ça je les laisse. Et un boyau animal quand même. Oui, là c'est boyau animal. Ok. Donc là je fais juste le dressage, je vous explique en même temps, il n'y a rien de bien compliqué, vous avez compris. Donc tartare d'algues, enfin c'est algues émulsionnées. En fait le kombu, quand on le mixe, il sécrète un mucilage. Donc ce kombu, je mets un petit peu de moutarde et je le monte à l'huile et en fait ça donne ça. Ça fait cette texture. Cette texture-là. D'accord. Ensuite, 2 variétés de concombres différentes. Une qu'on aura grillée, une qui est grillée, une autre qui... T'as la vinaigrette de moutarde? Hop. Moi je quitte pas cette scène sans avoir mangé une saucisse d'huître, hein, je te le dis. Il y en a 2. Oui. Non mais bon, on peut la faire cuire l'autre. Tac. Hop. Alors ça c'est quelque chose, enfin j'adore ce plat parce que c'est quelque chose d'assez simple et qui en même temps à chaque bouchée on a une surprise. Ça, il manque quelque chose. Ah si, il faut que je parle de la sauce. Donc la sauce c'est comme une sauce mollet. En fait on a récupéré... Une sauce mollet, la sauce mexicaine, et tu sais que la sauce mollet mexicaine, il y a autant de sauce mollet qu'il y a de villes au Mexique. Donc là, c'est un mollet vert. Donc ça, c'est fait à base de concombre, tomates vertes, piment, gingembre, ail, oignon, graines de courge pour faire un peu la liaison. La liaison, ouais. Et là, c'est... Elle est puissante ou pas, la sauce là? Elle est quoi, pardon? Puissante avec le piment ou pas? Ouais, j'ai baissé. Okay. Normalement, oui. Oui, parce que le mollet au Mexique est naturellement plutôt assez ardent. On va juste mettre... On met juste un beurre noisette pour apporter un peu de gourmandise, qu'on assaisonne normalement au jus de citron même. Tac, juste quelques gouttes. Quelques fleurs de feuilles d'herbe d'huître. Ah, bourrache? Non, j'ai oublié le nom. Gérard, il est là ou pas? Gérard. Hein? Mertensia, voilà, merci. Voilà. Dis donc. J'ai oublié le nom. Ah ben, Nicolas l'a mis. Voilà, on a même une petite saucière de mollet. Donc c'est une sauce assez épaisse. Eh bien, je crois. Et donc voilà, là on est vraiment dans le...
Je crois qu'on a bien compris quelle était notre prochaine route, c'est d'aller directement au chemin pour manger à partir du 15 septembre. Exactement. La semaine prochaine, Oui. cette cuisine au domaine de Primard. Romain Médère qui clôture cette journée. Merci Romain, c'est un plaisir de t'avoir sur cette scène. Merci à vous.